Bonjour les matheux, garçons et filles. Bienvenue sur une nouvelle session de correction d'un nouveau examen régional normalisé, toujours des mathématiques, cette fois de l'année 2022, mais cette fois c'est la région de Rabat-Salé-Kénitra. Donc comme vous le voyez, donc c'est un examen qui comporte, je vois de première vue, des petits exercices. Donc la première page, nous avons 4 exercices. 2 points, 2 points et demi, 2 points et demi. Donc c'est des petits exercices. Et la deuxième page, nous avons, ah ben dis donc, c'est 7 exercices. 5, 6 et 7. Très bien. Donc cette fois, c'est 7 exercices. Mais généralement, je pense que c'est des petits exercices. Des simples questions. Donc le challenge ici, je pense que c'est la rapidité. C'est pas la difficulté dans les questions, mais qu'il faut être vraiment très rapide pour compléter donc tous les 7 exercices. Et bien sans tarder, on commence par l'exercice 1 et on écrit exercice 1. Première question. Résoudre les équations. Ben, il n'y en a qu'une seule équation. Donc, résoudre l'équation 8x plus 6 est égal à 5x. Très bien. Donc, résolution de l'équation 8x plus 6 est égal à 5x. Ben, je vois que c'est une équation simple, donc il n'y a pas de fraction, il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas de factorisation à faire ou une simplification. Qu'est-ce que je fais? J'applique la règle, c'est-à-dire que je vais mettre les inconnus d'un côté de l'équation et les connus d'un autre côté de l'équation. Et j'écris 8x moins 5x est égal à moins 6. Donc 8 moins 5, ça fait 3. X est égal à moins 6. X, c'est rien que moins 6 sur 3. Je sais que 6, c'est 2 fois 3. Et je simplifie par 3. J'aurai x qui est égal à moins 2. Très bien. Donc, l'équation 8x plus 6 est égal à 5x admet une seule unique solution qui est moins 2. Très bien. Deuxième question. Vérifier que pour tout nombre réel x, on a 3x facteur de x moins 1 moins x au carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 1. Très bien. Et bien ça, on peut le faire, c'est simple aussi. Vérifions, je ne sais pas si vous avez bien compris la question. Vérifions que 3x facteur de x moins 1 moins x au carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 1. Donc là, la question, c'est de partir de cette expression, la simplifier et de tomber sur cette expression. Pour dire que ça, toute cette expression est égale à cette expression. D'accord? C'est ça. Vérifions que pour tout nombre x, pour tout nombre réel x, on a cette expression. Donc, on écrit quoi? On commence par 3x facteur x moins 1 moins x au carré moins 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Je simplifie. Donc, il va falloir simplifier et finir à la fin avec l'expression qu'ils nous ont donnée. Donc, c'est ça le challenge. Donc, on fait comme ça. Et on commence à simplifier. Donc, ça, qu'est-ce que je vois déjà? Ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est une identité remarquable. On l'a vu. A au carré moins B au carré, c'est rien que A moins B facteur de A plus B. Dans ce cas, j'ai quoi? Le B est égal à 1. Donc du coup, x au carré moins 1,
c'est quoi? C'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc ça, il faut le voir. Identité remarquable. Identité remarquable. Très bien. Si vous avez vu ça, bah, c'est réglé. Donc 3x facteur de x moins 1 moins x moins 1 facteur de x plus 1 est égal. Je factorise par quoi? Par x moins 1. X moins 1 facteur de 3x moins x plus 1. Et je garde les parenthèses pour ne pas bousiller mon expression et faire des erreurs de signe. Et bien là, je peux simplifier. Donc x moins 1 facteur de 3x, j'ai un signe moins, donc x et moins 1 est égal x moins 1, 3x moins x, ça fait 2x moins 1. Voilà. Et je viens de montrer, donc, le stylo magique, donc, effectivement, 3x facteur de x moins 1 moins x au carré moins 1 est égal effectivement à x moins 1 facteur de 2x moins 1. Pour tout nombre réel x. D'accord? Petit b, on va voir si on va utiliser cette expression en déduire les solutions de l'équation. Ben voilà. Déduisons les solutions de l'équation 3x facteur de x moins 1 moins x au carré moins 1 est égal à 0. Ben, en déduire, ils ne me disent pas de résoudre l'équation. Ils me disent de déduire les solutions de l'équation. Ben, on l'a vu ça. Donc on sait que ça est égal à quoi? Ça est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 1. Donc on a 3x facteur x moins 1 plus x au carré, moins x au carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 1. On remplace. Donc, résoudre cette équation revient à résoudre l'équation x moins 1 facteur de 2x moins 1 est égal à 0. Et là, je peux résoudre ça. Ça équivaut à quoi? C'est soit ça est égal à 0, soit ça est égal à 0. X moins 1 est égal à 0 ou 2x moins 1 est égal à 0. Donc x est égal à 1 ou 2x est égal à 1, donc x est égal à 1 sur 2. Donc, l'équation qu'ils m'ont donnée, bien sûr, l'équation 3x facteur de x moins 1 moins x au carré moins 1 est égal à 0, admet deux solutions qui sont quoi? 1 demi et 1. D'accord. Troisième question. Résoudre l'équation 7x plus 1 strictement supérieur à 2x moins 4 et représenter ces solutions sur une droite graduée. Très simple. Résolution de l'inéquation 7x plus 1 strictement supérieur à 2x moins 4. Bah, de même, donc il n'y a pas d'expression difficile, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas de factorisation, non. Donc je vais faire simple, je vais mettre les connus d'un côté de l'inéquation et les inconnus d'un autre côté de l'inéquation. J'écris 7x moins 2x strictement supérieur à moins 4 moins 1. 7 moins 2, ça fait 5. X strictement supérieur à moins 5. Je divise par un nombre ou un chiffre positif, le 5, pour avoir que x, et j'obtiens x strictement supérieur à moins 5 sur 5.
Donc x est strictement supérieur à moins 1. Ainsi, tous les nombres réels strictement supérieur à moins 1 sont des solutions de cette inéquation. Très bien, c'est résolu. Maintenant, on me demande de représenter ces solutions. Représentation des solutions. Sur une droite graduée, bien sûr. On va sortir la règle. Notre crayon marron pour tracer une droite graduée. Très bien. Je prends un stylo noir. Je dirais ça, c'est 0, 1 et moins 1. Voilà une droite graduée. Et moi, j'aurais besoin de moins 1. Donc, c'est strictement supérieur à moins 1. Strictement supérieur, c'est-à-dire dans ce sens. Voilà, mon point, ma solution, plutôt le point dont j'aurais besoin, c'est moins 1. Le sens, non. C'est dans ce sens que c'est positif. C'est supérieur. Et dans ce sens, on ne va pas dire positif, mais supérieur. Et c'est dans ce sens que c'est inférieur. Donc je prends la règle, un stylo bleu, on va le mettre en bleu. Voilà. Supérieur. Donc tous ces points sont solutions. Et j'ajoute strictement. Donc je mets les crochets dans le sens opposé des solutions, parce que c'est strictement supérieur. Le moins 1 n'est pas inclus. Voilà, donc la représentation graphique. Très bien, donc ça c'était l'exercice 1, 2,5. Rapide, facile. Ce jeu-là, il n'y a pas de souci. Et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Là, je vois aussi, il y a deux questions. 2,5. Résoudre le système suivant. Très bien. Résolution du système 2x plus 3y est égal à 32. Et j'ai 3x plus 2y, c'est l'inverse, est égal à 28. Très bien. Bah là, la résolution, comment on va le faire? On sait que pour résoudre, il y a deux méthodologies selon le cours. Méthodologie. C'est quoi? C'est méthodologie algébrique, bien sûr. On a la méthodologie algébrique et nous avons la méthodologie graphique. Mais dans la méthodologie algébrique, on a algébrique, on va l'écrire quand même, algébrique. C'est 1 combinaison linéaire. Et 2 par substitution. Alors là, qu'est-ce que je vois? Donc j'ai l'inconnu x, son facteur c'est 2 et 3. Et l'inconnu y, il y a le facteur multiplié par le facteur 3, il y a le facteur 2. Donc là, utiliser la substitution, on peut le faire, mais on aura une fraction. Donc du coup, pour éviter des fractions, on peut faire une combinaison linéaire. Donc pour éliminer x, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je dois multiplier par 3. Ici, je dois multiplier par 2. Pour avoir 6 et 6. Mais l'un des deux doit être de signe négatif. Donc je vais multiplier la première par 3 et la deuxième par 2. Donc élimination. Donc méthode déjà. Méthode choisie. Méthode
choisi, combinaison linéaire. On a pas mal fait la substitution, cette fois on va faire la combinaison linéaire. Très bien. La première des choses, c'est élimination de x. Pour éliminer x, je vais utiliser ça. On va le reprendre. Donc mon système, c'est 2x plus 3y est égal à 32. Et 3x plus 2y est égal à 28. Très bien. Donc, je multiplie la première par moins 3. Et je multiplie la deuxième équation par 2. Comme ça, je pourrais éliminer x. Donc, moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9y. Est égal moins 3 fois 32. Et ça va donner 32, 64, c'est moins 96. Et pour la deuxième équation, j'aurai 2 fois 3, ça fait 6x, bien sûr. Plus 2 fois 2, ça fait 4y, est égal 2 fois 28, ça fait 56. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais une addition, terme à terme. Donc, ce terme plus ce terme, et ce terme qui est égal plus à ce terme. Donc, moins 6x moins 9y plus 6x plus 4y est égal moins 96 plus 56. Donc là, je vais éliminer x. C'est ça le but. Et j'aurai moins 9 plus 4. Ça fait moins 5y est égal moins 96 plus 52. Ça va donner 40. Moins 40, pardon. Moins 40. Donc, y est égal à moins 40 sur 5. Moins 5. Et moins 40, c'est 8 fois 5 sur moins 5. Donc, je simplifie par 5. Ça va me rester y est égal à 8. Maintenant, élimination de y. Je reprends mon système qui est de 2x plus 3y est égal à 32 et 3x plus 2y est égal à 28. Cette fois, pour éliminer y, donc il va falloir chercher les facteurs qui me permettent de faire ça. Ici, j'ai un facteur plus, facteur 2. Donc, je multiplie ici par 2 pour avoir 6 et je multiplie ici par 3 pour avoir 6. Ils ont le même signe, donc il faut que je change le signe. Je multiplie la première par moins 2 au lieu de 2. Et je continue donc ma multiplication. Je multiplie le premier terme et le dernier terme aussi, et de même pour la deuxième équation. C'est simple. Donc, moins 2 fois 2, ça fait moins 4x. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6y. Et moins 2 fois 32, ça fait moins 64. Donc 3 fois 3, ça fait 9x. Plus 3 fois 2, ça fait 6y. Et 3 fois 28. 28 de 28, ça fait 56. Plus 28. Ça donne 84. Très bien. 84. Et maintenant, je fais une addition. Terme à terme. Et j'écris moins 4x moins 6y plus 9x plus 6y est égal moins 64 plus 84. Là, je viens d'éliminer quoi? 6y avec moins 6y, c'est le but. Ça me restera moins 4x plus 9x, ça fait 5x est égal 84 moins 64, ça fait 20. 20. Donc x est égal à 20 sur 5. 4 fois 5, c'est 20. Je simplifie par 5 et me restera x qui est égal à 4. Très bien. Donc,
le couple 4, 8 est l'unique solution de notre système. D'accord? Et là, on vient de le faire avec une combinaison, la méthode de combinaison linéaire. Très bien. Et on passe aux deuxième question qui est un petit problème. Hein. Un petit problème chez un vendeur de fruits. Très bien. Jamal achète 2 kg d'oranges et 3 kg de pommes en payant 32 dirhams. Tandis que Fatima achète 6 kg d'oranges et 4 kg de pommes en payant 56 dirhams. Déterminer le prix en dirhams d'un kilogramme d'orange et le prix d'un kilogramme de pommes. Ça, c'est très facile. Résolution de problème. On va utiliser notre méthode. Toujours vous écrivez comme ça. Première étape, c'est quoi? C'est le choix des inconnus. Dans la feuille des examens, vous faites ça. Vous écrivez les étapes. Choix des inconnus. Je vous ai montré comment déterminer les inconnus. On va le faire ensemble aussi. Deuxième étape, c'est la mise en système. Et je vous ai montré comment faire la mise en système. La troisième étape, c'est quoi? C'est la résolution. Et je vous ai montré comment faire. La résolution du système, c'est toujours lié à la question qui précède. Résolution du système. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est retour au problème. Vérification. Et réponse aux questions du problème. C'est simple. Et on attaque la première étape. Choisir des inconnus, c'est toujours la question. Donc, vous avez un problème, vous aurez à la fin une petite question. C'est cette question qui va vous dire les inconnus. Il demande quoi? Il demande le prix en dirhams d'un kilogramme d'orange et un prix. Donc voilà. Donc vous dites soit X, le prix, tout simplement, d'un kilogramme d'orange. Basta. Et soit Y, le prix d'un kilogramme de quoi? De pommes. D'accord? Maintenant, c'est la mise en système. Et la mise en système, comment je vous ai dit? Toujours dans le problème, il y aura deux phrases. Ces deux phrases, c'est les deux équations. Vous allez reprendre la première phrase et vous allez la traduire en première équation. Et vous allez reprendre la deuxième phrase et vous allez la traduire en deuxième équation. Et c'est fini. Donc, on a Jamal a acheté 2 kg d'orange et 3 kg de pommes. Pour combien? Pour 32 dirhams. C'est fini. Hein. Donc, on a X, c'est le prix des oranges. Donc, c'est 2 fois X. Plus 3 fois Y, le prix des pommes, est égal à combien? 32, parce qu'il a payé 32. Et ça, c'est la première équation. On continue. Fatima a acheté quoi? 6 kg d'orange et 4 kg de pommes. Très bien. À combien? Pour 56 dirhams. Donc, 6 fois X plus 4 fois Y est égal à 56. Et là, je simplifie. Je divise par 2. Parce que là, je peux diviser par 2.
je peux diviser par 2 et je peux diviser 56 par 2. D'accord? Pour retrouver l'équation que j'ai eue tout à l'heure sur mon système. Donc ça devient quoi? Ça devient 3x plus 2y et 56 sur 2 c'est 28. Et ça c'est ma deuxième équation. Donc le système s'écrit comment? 2x plus 3y qui est égal à 32 et 3x plus 2y qui est égal à 28. C'est simple. Troisième étape, résolution du système. D'après, vous n'allez pas le résoudre, vous l'avez déjà résolu. Donc d'après la question précédente, le couple, quoi, 4, 8, est l'unique solution du système S. On va dire que ça c'est S. Maintenant, quatrième étape, vérification. On va vérifier. On a quoi? C'est Omar, c'est ça ou qui? C'est Jamel. Donc Jamel a acheté quoi? Il a acheté 2 kg de quoi? D'orange. Et ça, le prix des oranges à combien? C'est 4 dirhams le kilo. Parce qu'on a trouvé 4 dirhams. 4. Plus, il a acheté quoi? 3 kg de pommes. Et la pomme, c'est à combien? C'est à 8. 8 dirhams. C'est 8. D'accord? On peut dire carrément dirhams ici. On va mettre dirhams et 8 dirhams. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Et 3 fois 8, ça fait 24. Et 8 plus 24, c'est 32 dirhams. Et c'est vérifié. On a 32 dans l'équation. Pour Fatima, qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté 6 kilos, je pense. Ouais, 6 kilos d'orange, fois 4 dirhams, plus 4 kilos de pommes à 8 dirhams. Donc ça est égal à combien? 6 fois 4, ça fait 24. Et 4 fois 8, ça fait 32. Et 24 plus 32, c'est 56. Exactement, c'est 56. Donc le problème, c'est 56 dirhams qu'elle a acheté. Retour maintenant aux réponses. Ainsi, on va le mettre en noir. Ainsi, le prix d'un kilogramme d'orange est 4 dirhams. Et le prix d'un kilogramme de pommes est 8 dirhams. Voilà, donc je viens de résoudre le problème facilement. D'accord? Voilà, donc c'était pour l'exercice numéro 2, donc très très facile. Et on passe à l'exercice numéro 3. Alors, exercice 3, c'est des statistiques. Hein. Exercice 3. Le tableau ci-dessous donne le nombre d'heures d'un groupe de 50 élèves du cycle secondaire collégial passent devant leur smartphone pendant une période d'1 mois. D'accord. Donc, très bien. Donc, le nombre d'heures et l'effectif, c'est le nombre d'élèves. 50 élèves d'un cycle secondaire collégial. Voilà. Donc, déjà, ils me disent 50 élèves. Donc, l'effectif total, c'est 50. Et l'effectif détaillé, c'est quoi? C'est 5 élèves qui passent beaucoup de temps, voilà, qui passent 10 heures sur leur téléphone, 15 élèves qui passent 14 heures, 12 élèves qui passent 20 heures sur leur smartphone, 16 élèves qui passent 30 heures, il y a 2 élèves qui passent 35 heures sur leur smartphone.
Très bien. Donc ça, déjà, on a compris le tableau. Première question, recopier et compléter le tableau ci-dessus. Donc il faut compléter quoi? Il faut compléter l'effectif cumulé. Donc on aura besoin pour calculer la médiane, je pense. Donc complétons le tableau. Très bien, on va reprendre comme d'habitude le nombre d'heures. Ça, c'est la valeur du caractère. J'ai quoi? J'ai 10, 14, 20, 30 et 35. C'est des petites valeurs et des valeurs qui sont croissantes. Donc, il s'agit d'une série statistique discrète en valeur. Et j'ai l'effectif, c'est le nombre d'élèves. L'effectif, il est comment? 5, 15, 12, 16 et 2 élèves. Et il me demande de calculer l'effectif total. L'effectif cumulé, pardon. Ben, je vais utiliser notre couleur. Ben, comment je calcule l'effectif? Donc pour la première valeur, ben, je la garde. C'est 5. C'est la valeur de départ. Et 5 plus 15, ça fait 20. 20 plus 12, ça fait 32. 32 plus 16, ça fait 48. Et 48 plus 2, ça fait 50. Effectivement, c'est l'effectif total qui est égal à 50. Parce qu'ils me disent dans l'énoncé du problème, c'est 50 élèves. Voilà, donc on vient de compléter le tableau. Et on peut même rajouter avec n est égal à 50, effectif total. Et il s'agit d'une série statistique discrète en valeur. Juste pour la forme et pour montrer que vous avez bien compris. Bah, généralement, c'est des séries statistiques discrètes en valeur. Et on passe à la deuxième question. Déterminer la médiane de cette série statistique. Très bien. Donc, il ne demande pas le mode. On passe directement à la médiane. Bah, la médiane, déterminons la médiane de cette série. Comment je vais la calculer? Donc je sais que la médiane c'est quoi? Il va falloir calculer la moitié de l'effectif total et de chercher l'effectif cumulé. Le plus petit supérieur est égal à la moitié de l'effectif total. Et la valeur de cet effectif, je cherche la valeur du caractère et la valeur de ce caractère qui correspond à la médiane. On va écrire tout ça. On a la moitié de l'effectif total. Et comment? N sur 2 est égal à quoi? C'est 50 sur 2 est égal à 25. Voilà. Maintenant, je dois chercher l'effectif cumulé supérieur ou égal à 25. Est-ce que 5 est supérieur ou est égal à 25? Non, elle est inférieure. Est-ce que 20 est supérieur ou égal à 25? Non, elle est inférieure. Est-ce que 32 est supérieur ou égal à 25? Oui, c'est strictement supérieur. Donc ça, je garde. Supérieur, strictement supérieur, strictement supérieur. Donc là, j'ai 3 valeurs. Bah, laquelle des 3 valeurs je vais prendre? Non, il va falloir prendre la plus petite. Donc c'est ça la règle. Il faut prendre l'effectif cumulé le plus petit. Supérieur est égal à 25, c'est-à-dire la moitié de l'effectif total. Et là, les 3, le plus petit, c'est 32. Donc, je vais prendre 32. Et 32, ça correspond à quoi? Ça correspond à 12 pour l'effectif et ça correspond à 20 pour la valeur du caractère qui est le nombre d'heures. Donc, la médiane, c'est 20. D'accord? Et on écrit tout ça. On a l'effectif cumulé le plus petit supérieur ou égal à 25. Pourquoi 25? Parce que c'est-à-dire n sur 2, c'est-à-dire l'effectif, la moitié de l'effectif total.
Et quoi? Et 32. On l'a vu. Et on va l'écrire. La valeur du caractère qui est quoi? Qui est le nombre d'heures. Qui est le nombre d'heures correspondant à 32, c'est-à-dire l'effectif total, l'effectif cumulé, et c'est 20, c'est ça? C'est 20. Donc, la médiane de cette série statistique est 20. Très bien, ben, je viens de répondre à la question. D'accord. Maintenant, troisième question. Calculer le nombre moyen d'heures de ces élèves passent devant leur smartphone. Donc, il doit falloir calculer le nombre moyen d'heures que ces élèves passent devant leur smartphone. Ben, la valeur moyenne, c'est la moyenne arithmétique. C'est-à-dire, si on suppose que tous les élèves passent le même nombre d'heures, c'est quoi cette valeur? Ou plutôt, c'est quoi ce nombre d'heures? Vous avez compris. Parce que là, quoi? On a 5 élèves qui passent 10 heures, 15 élèves qui passent 14 heures, et il y en a 2 élèves qui passent 35 heures. Mais si on suppose que ces 50 élèves ont passé la même tranche d'heures sur leur smartphone, quelle est la valeur que tous les élèves auront? Si on suppose que chacun ou tous les élèves ont passé les mêmes heures, ben, il va falloir calculer la moyenne. La moyenne quoi? C'est la moyenne arithmétique. C'est pour ça qu'il me demande de calculer le nombre moyen d'heures. Donc, calculons le nombre moyen d'heures. Que les élèves passent devant leur smart. Cela revient à calculer la moyenne arithmétique. C'est tout. Donc la moyenne arithmétique, c'est juste un moyen pour déterminer le nombre d'heures moyen que passent les élèves. Donc on écrit M. C'est quoi la moyenne arithmétique? C'est la somme des produits du nombre d'heures fois l'effectif sur l'effectif total. Et selon notre tableau, c'est 10 fois 5 plus 14 fois 15 plus 20 fois 12 plus 30 fois 16 plus 35 fois 2. Le tout sur l'effectif total qui est de 50. D'accord? Et 1050 divisé par 50, l'effectif total, c'est 21. Très bien. Donc M est égal à 21. Voilà. Donc la moyenne arithmétique est égale, mais je n'ai pas encore terminé. Donc, je dis quoi? Le nombre, il faut reprendre la question. Le nombre d'heures moyen que ces élèves passent
devant leur smartphone, bien sûr. Et de quoi? 21h. 21h. C'est-à-dire que si je prends les 50 élèves, si je suppose qu'ils ont tous passé la même tranche d'heure devant leur téléphone, bah, chaque élève aura passé 21 heures. C'est ça la moyenne. Très bien, donc ça c'était l'exercice numéro 3. Je pense aussi que c'était assez facile. Et on passe sans tarder au exercice numéro 4. Exercice 4. Très bien. C'est quoi? Exercice 4. Je vois que c'est des vecteurs et des translations. Exercice 4. C'est un petit exercice aussi de combien? De 2 petits points. Donc j'espère c'est assez facile quand même. Hein. Donc, soit ABC, un triangle quelconque, d'accord, et le I, le point I, milieu du segment BC. Très bien. Soit telle la translation qui transforme A en B. Donc, on a la translation grand T, qui va de vecteur quoi? Puisqu'il transforme le point A en point B, donc c'est de vecteur AB. C'est facile. Petit 1, construire les points J et E, les images respectives des points I et B par la translation T. Très bien. Construisons. Ça, c'est facile. La première question, il faut toujours apprendre à répondre à ce type de questions. Construisons les points J, pardon, J et E. Très bien. Donc, on commence par le point J. On a J est l'image du point I par la translation. Je reprends toujours cette phrase, par la translation T de vecteur cette fois. Je ne dis pas qu'il transforme A en B, non, je dis vecteur AB. Ben, à partir de cette phrase, qu'est-ce que je peux dire? Selon le cours, donc AB, le vecteur AB est égal à le vecteur IJ avec la distance AB qui est égale à la distance IJ. Comme je vous ai dit, j'aurais besoin de cette distance pour tracer ce point J. Et on continue. Et de ça, qu'est-ce que je peux tirer de ça? A, B, J, I est un parallélogramme. Et A, B, J, I est un parallélogramme. Et si A, B, J, I, A, B, J, I est un parallélogramme, qu'est-ce que je peux dire? On a vu que AB est égal à IJ. Il me reste AI et BJ. Et on a aussi quoi? Le vecteur AI qui est égal au vecteur BJ. Avec quoi? Toujours les distances. La distance AI qui est égale à la distance BJ. Et bien, de cette distance et de cette distance, je peux tracer mon point J. D'accord? On va l'écrire, on va tracer ça. Très bien. Donc, on a un triangle quelconque. Tac, tac et tac. A, B, C, D. ABC, pardon. Donc, A et le point B et le point C. J'ai le point I qui est quoi? Qui est le milieu du segment BC. Donc je dois tracer la médiane. La médiane. Tac. Voilà la médiane. Et ça, c'est le point I. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Les deux distances pour tracer le point. Attends. Le point.
nous avons quoi? Nous avons la distance AB qui est égale à IJ. AB qui est égale à IJ. Et la distance que j'aurais besoin, c'est AI qui est égale à BJ. AI qui est égal à BJ. D'accord? Et là, je vais sortir mon compas. AB, donc je vais mettre mon compas sur le AB. Voilà la distance. Je verrouille mon compas. Je cherche le point I. C'est ici. Je sors le crayon. Donc AB doit être égal à IJ. IJ, c'est dans l'autre sens. Attends. Voilà. Je fais sortir mon crayon. Et voilà l'arc. Très bien. Et j'ai AI. Donc je reprends mon compas. Je cherche la distance AI. Je déverrouille. Je prends la distance AI. Je verrouille mon compas. Et cette fois, je vais le mettre sur BJ. C'est-à-dire ici, sur le point B. Je sors le stylo. Et l'intersection des deux arcs est bel et bien mon point J. Voilà le point J. D'accord? Et là, je peux tracer les segments. On va choisir une autre couleur si vous voulez. Un peu du bleu. Donc j'ai ABJI est un parallélogramme. Donc la distance AB BJ JI et IA est un parallélogramme. D'accord? Donc cette distance est égale à cette distance et cette distance est égale à cette distance. Très bien. Et là, je viens de tracer le point J. Et bien, je vais faire la même chose pour le point E. Très bien. On a E et l'image. C'est très important d'écrire cette paragraphe. Ça vous met sur, ça vous donne un peu une idée de comment tracer ce point. Et ça vous rappelle aussi les règles qu'on a vues dans le cours pour les vecteurs et pour les distances. Très très importante. Donc on a E, c'est l'image de quoi cette fois? C'est l'image du point B. L'image du point B par la translation T de vecteurs AB. Qu'est-ce que j'écris? Donc, selon le cours, le vecteur AB de la translation va être égal à quoi? Au vecteur BE. D'accord? Avec quoi? Avec la distance AB qui est égale à la distance BE. Ça, je retiens. Ainsi, qu'est-ce que je peux dire? Si j'ai ce vecteur, qu'est-ce que je peux dire? Ben, là, on ne peut pas dire parce que là, le point se répète. On ne peut pas dire que A, B, E, B est un parallélogramme parce qu'on a 3 points et un point qui se répète. Donc là, c'est un milieu de segment. Donc les distances sont égaux et les points sont alignés. D'accord? Donc là, c'est une symétrie. On ne parle pas d'un parallélogramme, mais c'est plutôt une symétrie. Très bien, on va récupérer donc AB est égal à BE. On va revenir ici et on aura AB qui est égal à BE. Les points sont alignés. AB, BE. Donc je prends mon compas. Je mesure la distance AB, bien sûr. Je déverrouille, je prends la bonne distance de AB. Voilà, là j'ai la distance AB.
Et AB doit être égal à BE. Donc je prends mon compas, je vais le mettre sur B. Et je sors mon crayon pour tracer l'arc. Mais cette fois, les 3 points sont alignés. Parce que j'ai pas 4 points, je n'ai que 3 points. Dans ce cas, je vais enlever mon compas. Et je vais sortir ce qu'on appelle une droite. Donc je vais tracer la droite AB. Et l'intersection de la droite AB avec l'arc que je viens de tracer me donnera le point cherché qui est le point E. Voilà. Le point E. Très bien. Et bien sûr, cette distance est égale à cette distance aussi. Voilà. Vous avez compris? Donc ça, c'est mon schéma. Très bien. Je peux effacer ça. On l'a tracé. Maintenant, déterminer la nature du quadrilatère ICJE. ICJE. Très bien, on va le tracer avec une autre couleur. On va prendre du vert. Donc segment IC. JE. Et je ferme ce segment et je ferme ce segment. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah oui, c'est simple. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais sortir le crayon. On a B. L'image de B par la translation T, c'est quoi? C'est E. Attends, je vais prendre une autre couleur. Très bien. Je prends mon stylo, une autre couleur pour montrer ça avec du marron. Vas-y. On a l'image de B par la translation T, c'est le point E. Donc quoi? Donc AB est égal à BE. Ça, on l'a écrit. Et on a quoi? On a l'image du I par la translation, c'est le point J. Donc quoi? AB est égal à IJ. D'accord? Donc de ça et ça, qu'est-ce que je conclus? Que BE, le vecteur BE est égal au vecteur IJ. Le vecteur BE est égal au vecteur IJ, pardon. D'accord? Et si BE est égal à IJ, je conclus quoi? Je conclus que BE, ou plutôt JI est un parallélogramme. Donc BEJI est un parallélogramme. Et si BIGE est un parallélogramme, on peut dire aussi que BI, le vecteur BI, est égal au vecteur EJ. D'accord? Et je sais que I, c'est le milieu du segment. Je sais que I, c'est le milieu du segment BC. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que BI, le vecteur BI, est égal au vecteur IC. Et si BI est égal à IC, BI est égal à EJ, donc IC est égal à EJ. Donc IC est égal à EJ. Et si IC est égal à EJ, qu'est-ce que je peux dire? Que ICJE est un parallélogramme. Voilà. Donc ce vecteur qui va résoudre le problème. Il faut atteindre IC est égal à EJ. D'accord? Et on va faire ça directement sur notre feuille. Donc 2. Attends, le stylo il est où? Tac, le noir. Deuxième question. Déterminer la nature du... J'y suis. Voilà. Déterminant. Très belle question quand même. Déterminant la nature du quadrilatère ICJE, avec justification bien sûr. Très bien.
Qu'est-ce qu'on a? On a dit quoi? On a c'est E et l'image. Non. Ouais, E et l'image de B par T. Donc je vais réduire un petit peu. L'image du point E, plutôt E et l'image du point B par la translation T. Donc AB est égal au vecteur BE. Ça de 1. Et on a quoi? J est l'image du point I par T, c'est-à-dire la translation. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, AB est égal à IJ. Ça, on l'a vu aussi. Et bien, de ça, et de ça, qu'est-ce que je peux conclure? Je conclus que BE, on conclut que BE, le vecteur BE, est égal au vecteur IJ. D'accord? Ben, si BE est égal au vecteur IJ, donc BE, JI est un parallélogramme. Donc, BE, JI est un parallélogramme. Et si BEJI est un parallélogramme, donc voilà, tac, 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 BEJI, BE est égal à IJ, il me reste quoi? Il me reste BI est égal à EJ. On a aussi BI, le vecteur BI qui est égal au vecteur EJ. D'accord? Sachant que I est milieu du segment BC, qu'est-ce que je peux dire? Ça c'est B, ça c'est I. Qu'est-ce que je peux dire en termes de vecteur? C'est que BI, le vecteur BI est égal le vecteur IC. Et de ça, qu'est-ce que je conclus? On conclut que IC est égal à EJ. Eh ben, c'est ce que je veux. Donc, ICJE est un parallélogramme. ICJE est un parallélogramme. Ben voilà. Intéressant cet exercice, surtout pour la deuxième question. Un point, c'est que pour les méritants, pour les mathématiciens. Ben, si vous ne répondez pas à cette question, vous n'aurez pas 20 sur 20. Mais c'est intéressant. Il faut avoir la main, il faut s'entraîner. Il faut faire tous les examens. Je vous conseille de faire tous les examens. C'est le seul moyen d'atteindre ce niveau de raisonnement. Voilà, donc on passe à l'exercice numéro 5. Alors, exercice 5. Très bien, on attaque cet exercice aussi. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, très bien, on considère les points A de couple de coordonnées -2, -2, et le point B de couple de coordonnées 4, 1, et le point C de couple de coordonnées -1,5, 5 sur 2. Très bien. Première question, déterminer le couple de coordonnées du vecteur AB et vérifier que la distance AB est égale à 3 racines de 5. Petit b, vérifie que le point E du couple de coordonnées 1, -1,5 est le milieu du segment AB. Très bien, ça c'est donné. C'est 4 points pour cet exercice et on commence sans tarder. Première question. Déterminant les coordonnées du vecteur AB. Sans tarder, on va appliquer la règle. Donc AB est égal à quoi? Ça, on ne va pas le répéter à chaque fois. Donc c'est XB moins XA.
YB moins YA. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le point A, c'est l'origine de mon vecteur. Et le point B, c'est l'extrémité de mon vecteur. Et je fais toujours extrémité moins origine. Extrémité moins origine. Ça, c'est connu. Donc, AB, c'est quoi? XB moins XA. XB, c'est 4. XA, c'est moins 2. Plus 2, donc. Et YB, c'est 1. Et YA, c'est moins 2, donc c'est plus 2. Donc le vecteur AB aura de couple de coordonnées 6, 3. Voilà. Maintenant la distance. Vérifions que la distance AB est égale à 3 racines de 5. Qu'est-ce que je peux dire? Donc la distance AB, c'est quoi? C'est la racine de XB moins XA. C'est toujours lié au point A et B, à la puissance 2, mais cette fois c'est plus YB moins YA à la puissance 2. Et je ferme ma racine. Ça, on l'a déjà calculé. C'est les coordonnées du vecteur AB. Donc, AB, la distance, c'est racine de 6 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2. Donc, 6 aussi 36 plus 9. Et 36 plus 9, c'est 45. Est-ce que je peux simplifier 45? C'est 9 fois 5. Et 9, c'est 9 fois 5. Et 9, c'est 3 à la puissance 2 fois 5. Donc AB est égal à 3 racines de 5, effectivement. Voilà, il n'y a pas plus facile que ça. Et on passe à la question numéro 2. Montrer que l'équation... vérifie, pardon. Donc, petit b, vérifions que le point E de couple de coordonnées 1, moins 1 est le milieu du segment. Donc, vérifions que E de couple de coordonnées 1, moins 1 demi est milieu du segment AB. Très bien. Comment je vais faire ça? Ça, c'est la règle aussi. Calculons les coordonnées de E. Donc E, je sais qu'il est milieu de AB. Qu'est-ce que je peux dire? C'est XA plus XB sur 2. Et YA plus YB sur 2. Ça, on l'a vu dans le cours. Si j'ai un point quelconque et je sais que ce point c'est un milieu d'un segment, et ben les coordonnées de ce point c'est rien que la somme ou la moyenne des coordonnées des deux points A et B, c'est-à-dire XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Et là j'applique directement la règle, plutôt application numérique. XA c'est moins 2, XB c'est 4 sur 2, YA c'est moins 2 et YB c'est 1 sur 2. Donc E est égal à quoi? 4 moins 2, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et moins 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Effectivement, je viens de montrer que E est milieu du segment AB. Deuxième question. Montrer que l'équation réduite de la droite AB et Y est égale à 1 demi x moins 1. Montrant, ça aussi c'est du cours, hein, montrant que l'équation réduite de la droite AB et Y est égal à 1 demi x moins 1. Très bien. On suppose que y est égal à mx plus p et l'équation réduite de
de AB avec M et P sont quoi? Sont deux nombres réels à déterminer. Très bien. Ça c'est A. Déterminant. M, la pente de AB. On a M est égal à quoi? C'est YB moins YA. Pourquoi j'ai utilisé A et B? Parce que on part de la droite AB. Et AB, elle est composée de deux points A et B. XB moins XA. Qui est égal aussi à YA moins YB. Même si j'inverse, c'est toujours le même résultat. Mais il faut respecter la casse. Hein. Donc YA moins YB sur XA aussi, moins XB. J'applique, donc M est égal. YB, c'est combien? C'est 1. Moins YA, c'est moins, ça fait plus 2. XB, c'est 4. Moins 2, ça fait plus 2. Donc ça fait 3 sur 6 est égal à 1 sur 2. 1 sur 2 exactement. Donc M est égal à 1 sur 2. Et la droite AB, l'équation réduite peut s'écrire 1 sur 2x plus P. J'ai toujours besoin de déterminer P. Maintenant, déterminant P. Et P c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? On a... Attends, stylo noir. On a le point A qui appartient à la droite AB et le point B qui appartient à la droite AB. Donc le couple de coordonnées de A et de B vérifie l'équation 1. Et on dit en remplaçant les coordonnées d'un des points dans l'équation 1. Et on écrit quoi? Y est égal à 1 demi x plus P. Je vais mettre par exemple A. XA, c'est combien? C'est moins 2. Est égal à 1 sur 2 fois YA, c'est moins 2. Et XA, c'est aussi c'est moins 2, plus P. Donc P est égal à moins 2, plus 2 sur 2, ça fait 1. Donc P est égal à moins 1. Ainsi, l'équation réduite de ma droite AB n'est rien que Y est égal à 1 demi X moins 1. Et c'est vérifié. Très bien, donc je viens de la vérifier. Je passe à la question numéro 3. Déterminer le coefficient directeur de la droite EC. C'est simple. Ça, c'est simple. Déterminant. C'est quoi le coefficient directeur? Déterminant le coefficient directeur de EC. Le coefficient directeur de EC, c'est la pente. La pente de la droite EC est M, tout simplement, ou je peux dire M' parce que j'ai déjà utilisé M. M', c'est YC moins YE sur XC moins XE. On vient de parler de ça tout à l'heure. Pourquoi j'ai utilisé CE? Parce que là, je parle de la droite EC. Et la droite EC, elle est déjà composée par deux points, le point E et le point C. On n'a pas dit la droite D ou la droite delta. On a dit la droite EC. Donc déjà, son nom est composé de deux points. Et bien, c'est deux points que je vais utiliser pour déterminer la pente. Et même s'il y a besoin de déterminer l'ordonnée à l'origine. Et vous allez me dire, oui, pourquoi vous avez commencé par un C? Ben non, même si vous inversez, c'est toujours le même résultat. Il faut juste respecter la casse. D'accord? Donc mon M' redeviendra YC. C'est combien YC?
YC, c'est 5 sur 2. Moins. YE, c'est plus 1 demi. Sur. XC, c'est moins 1 demi. Et moins XE, c'est 1. Voilà. C'est là le challenge. C'est de ne pas faire des erreurs sur ce calcul. Donc ça, qu'est-ce que je peux dire? Donc M', 5 sur 2 plus 1 sur 2, ça fait 6 sur 2. Le tout sur. Moins 1 demi sur moins 1, ça fait moins 1 demi. Ça fait moins 1 moins 2 sur 2. Donc 6 sur 2, ça fait 3 sur. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3 sur 2. Et ça, c'est égal à 3 fois 2 sur 3 avec le moins. Je simplifie 3 avec 3, ça me reste moins 2. Donc, M' est égal à moins 2. D'accord? C'est ça la pente. Donc, je peux dire carrément le coefficient directeur de EC, la droite EC, est moins 2. Et on passe à la question petit b. En déduire que la droite EC est la médiatrice du segment AB. Déduisons que la droite, ça c'est simple aussi, la droite EC est médiatrice de AB. On a déjà vu pour le point E. Donc pour montrer qu'une droite est médiatrice d'un segment, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de dire que cette droite passe par le milieu du segment AB. Ben, c'est le cas parce qu'elle passe par E, parce qu'elle s'appelle EC. Mais il va falloir montrer qu'elle est perpendiculaire. Donc s'il passe par le milieu du segment et qu'elle est perpendiculaire à la droite AB, qu'est-ce que je peux dire? Ben, EC est la médiatrice du segment AB. D'accord? On a la pente de la droite AB est combien? La pente de AB, c'est 1 demi. Et la pente de la droite EC, c'est quoi? On vient de le calculer. C'est moins 2. Or, 1 demi fois moins 2 est égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit? La règle. Si vous avez deux droites, deux pentes différentes, si M fois M' est égal à moins 1, les deux droites sont perpendiculaires. Si vous avez M est égal à M', les droites sont parallèles. Donc de ça, on conclut que EC et AB sont perpendiculaires. Or, EC passe par le milieu du segment AB. Ben, puisque EC passe par le milieu du segment AB, à savoir le point E qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et ben qu'est-ce qu'on peut dire? Donc de ça et de ça, de 1 et 2, on conclut que la droite EC est médiatrice du segment AB.
D'accord. Ben voilà, pour l'exercice 5, c'était facile. Par contre, il va falloir avoir la main. Comme je vous ai dit au tout début, c'est un examen facile jusqu'à maintenant, mais par contre, il faut avoir la main, la rapidité de traiter les questions rapidement. Parce que là, le challenge, c'est pas dans des questions difficiles, mais le challenge, c'est de répondre à temps à tous ces 7 exercices. Très bien. Sans tarder, on passe aux exercices 6. Alors, exercice 6. Je vois, c'est un exercice autour des fonctions linéaires et affines. Et on nous dit, dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les deux droites, D et D'. Très bien, c'est déjà représenté dans le schéma. Tel que D est la représentation graphique d'une fonction linéaire, F. D'accord. Donc on vient de parler de D, mais on n'a pas encore parlé de D'. Donc D est une représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc on n'a pas spécifié de quelle fonction. Voir la figure. Première question. Déterminer graphiquement f-1. D'accord. On déduit que f de x est égal à 2x et déterminer le nombre dont l'image par f est 4. Ça, c'est pas mal. Et on écrit petit 1, petit a, déterminant f-1. Graphiquement, bien sûr. Bah, graphiquement, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, on cherche D, la droite D, l'image de -1. On cherche -1 sur l'axe des abscisses. Bah, c'est déjà tracé. Donc la projection de -1 sur le point D, ça va me donner l'intersection. Et la projection de l'intersection sur la droite, l'axe des ordonnées, ça va me donner -1, -2. Donc f de -1, c'est -2. Voilà. Petit b, on déduit que f de x est égal à 2x. Déduisons, ça c'est simple aussi, hein. Déduisons que f de x est égal à 2x. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a f est une fonction linéaire qui s'écrit f de x est égal à ax avec a nombre réel à déterminer. Bah, comment on détermine a? A, c'est f de x sur x. On l'a vu ça dans le cours. Donc a est égal à quoi? F de -1 sur -1. Parce qu'on a déjà calculé l'image de f- de -1 par la fonction f. Donc a est égal à f-1. Et -1, c'est quoi? F de -1, on a calculé, c'est -2 sur -1. Donc a est égal à 2. D'où f de x est égal à 2x. Je remplace a par 2. C'est simple. Très bien. Et petit c, déterminer le nombre dont l'image par f est 4. Déterminant le nombre dont l'image est 4 par la fonction f. Ça, on l'a déjà vu pas mal de fois. Donc, pour déterminer ça, il faut écrire f de x est égal à 4. Et on doit chercher x. Je sais que f de x est égal à 2x. C'est égal à 4. Donc, mon x est égal à 4 sur 2 est égal à 2. Donc, c'est f de 2 qui va me donner 4. Donc, le nombre dans l'image est 4 par f et le point 2. D'accord? Bah, jusqu'à ici, c'est facile, hein, pour la fonction linéaire. Et on passe à la fonction affine, je pense. Soit j'ai la fonction affine, effectivement. Donc, on a g de x qui est égal à 1 sur 3x plus 5 sur 3. Montrer que la
représentation graphique de la fonction g passe par les points A et... Très bien. Montrer que la représentation graphique de la fonction g passe. Mais on ne nous a pas dit que D' c'est la représentation. Faites attention. Hein. Faites attention. Donc, A, c'est ça le piège. Ils me disent que montrer que la représentation graphique de la fonction passe par les points A. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ressortir l'équation réduite de la représentation graphique de la fonction g. C'est ça l'astuce. Donc, montrant que la représentation graphique de G passe par A de couple de coordonnées 1, 2 et par B de couple de coordonnées moins 2, 1. On a, c'est simple, on a G de X qui est égal. On va reprendre tout étape par étape. Plus 5 sur 3. Donc, la représentation, c'est ça la question, plutôt la phrase clé qu'il faut écrire. Donc, la représentation graphique de G est une droite d'équation réduite y est égal à 1 sur 3x plus 5 sur 3. Si A, maintenant, on va pas dire si, mais vérifions si les couples de coordonnées de A et B vérifient l'équation. Quelle équation? 1. D'accord. Et ben on va écrire tout ça. YA est égal à 1. Non, on va pas dire YA. On va dire Y. On va faire autrement. Y. Donc pour A, Y est égal à 1 sur 3. Je vais écrire XA plus 5 sur 3. Et je calcule. Ça va me donner quoi? 1 sur 3 fois XA. C'est quoi XA, on a dit? C'est 1. Fois 1 plus 5 sur 3. Ça fait 6 sur 3. 6 sur 3, ça fait 2. Et 2, effectivement, c'est Y. Et 2, c'est YA. Donc le point vérifié, et on peut dire que A, du couple de coordonnées 1, 2, appartient à la représentation graphique de G. D'accord? Et je mets effectivement CG. Je ne mets pas D', parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas que si c'est D' est la représentation graphique de G. Pourquoi j'écris CG? Ça, c'est courbe. Courbe de G. Et pour simplifier, je prends le C et je le mets comme ça. C'est un grand C et G en indice. C'est la courbe de G. Donc c'est ça la courbe de G. D'accord? Très bien. Et pour le point B, on va dire Y est égal à 1 sur 3 XB. Attends, on va mettre en bleu. XB plus 5 sur 3. Et on calcule. Y est égal à 1 sur 3. XB, c'est combien? XB, c'est moins 2 fois moins 2 plus 5 sur 3. Donc Y est égal à moins 2 plus 5 sur 3. Est égal à 3 sur 3. Est égal à 1. Et 1, c'est effectivement Y de B. Donc là aussi, le point B du couple de coordonnées moins 2, 1 appartient à la courbe de G. Et je viens de montrer que la représentation graphique d'une fonction passe effectivement par
C par C de G. On a A et B appartiennent à C de G, donc la représentation graphique de G passe par A et B, pour faire vraiment long. D'accord? Question numéro B, ou plus question pi B. On déduire que D' est la représentation graphique de G. Voilà. Déduisons que D' est la représentation de la fonction G. Comment je vais faire ça? J'ai déjà les deux points. D' est une droite. Si le point A et B appartiennent à D', donc du coup D' c'est la représentation de G. Et il va falloir ça déduire graphiquement. J'ai la traçabilité, ou plutôt les points, c'est déjà tracé. Donc sur D', j'ai déjà le point 1, 2, c'est en pointillé, donc c'est 1 pour l'axe, sur l'axe des abscisses, j'ai le point 1. Si je fais la projection de 1 sur la droite D', j'aurai 2. Donc 1, l'image de 1, c'est 2. Donc le point A, c'est bien sur la droite D'. Et pour moins 2, j'ai des pointillés aussi. Donc moins 2, la projection sur la droite D', ça va me donner 1 sur l'axe des ordonnées. Et ça c'est le point B. Donc les deux points appartiennent à D'. On a A qui appartient à D' et B qui appartient à D'. Vérifier graphiquement. Donc, D' est la représentation graphique de la fonction G. Très bien. Dernière question. Résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à g de x. C'est l'intersection. Résolution graphique de g de x est égal à f de x, ou l'inverse, c'est la même chose. La résolution de l'équation g de x est égal à f de x revient à trouver les coordonnées du point d'intersection des droites D et D', représentation graphique de f de x et g de x respectivement. Graphiquement, qu'est-ce que j'ai? J'ai un point d'intersection de coordonnées 1, 2. Et 1, 2, est-ce que je l'ai vu quelque part? Non. Donc, on va dire que c'est le point H. Et le point H de coupe de coordonnées 1, 1, 2. Voilà. Donc, la solution de f de x est égal à g de x et x est égal à 1. C'est ça la solution. D'accord? Parce que là, c'est une équation avec un seul inconnu qui est x. Donc la solution de cette équation, c'est x est égal à 1. C'est l'abscisse du point.
Voilà, donc c'était pour l'exercice 6. Assez facile, comme j'ai dit, mais ça demande l'habilité, la rapidité de traitement des exercices. Et on passe sans tarder à l'exercice 7. Alors, exercice 7 est le dernier exercice. Prends notre stylo magique en noir cette fois. Tac, tac. Voilà. Avec du noir. Voilà. Exercice 7. C'est de la géométrie dans l'espace. Donc, dans la figure ci-dessous, on a A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle de dimension. AB qui est égal à 8 cm, AD qui est égal à 6 cm et AE qui est égal à 4 cm. Très bien, c'est noté. Première question. Calculer EG et puis montrer que AG est égal à 2 racines de 29 cm. EG, il est où? Voilà, c'est la base. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est facile. Donc j'ai la base, ou plutôt le rectangle EHGF, c'est un rectangle. Donc le triangle EHG est un triangle rectangle en H. Et je peux appliquer la règle de le théorème de Pythagore. GEH qui est égal à AD et GHG qui est égal à AB. Et ben voilà. Parce que c'est un parallélépipède. D'accord? Calculons. C'est facile ça. Calculons EG. On a EHGF est un rectangle. Donc, le triangle EHG est un triangle rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore, on a EH au carré plus HG au carré est égal à EG au carré. Et moi, je cherche EG au carré. Donc, EG est égal racine de EH au carré plus HG au carré. Est-ce que j'ai les distances EH et AG? Ben oui. On a EH, la distance EH qui est égale à la distance AD. Et la distance HG qui est égale à la distance AB. Pourquoi? Parce que A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède. Rectangle est un parallélépipède rectangle. Vous avez vu un peu la géométrie? Ben, c'est comme ça. Donc EG est égal à racine de AD au carré plus AB au carré. Très belle question. Donc EG, on va faire une application. AD, c'est 6 à la puissance 2. AB, c'est 8 à la puissance 2. C'est un 100, je pense. Donc 6, c'est 36. 8, 8, ça fait 64. C'est la racine de 100 qui va donner 10 cm. Donc EG, c'est rien que 10 cm. Aussitôt fait, aussitôt dit. Et on calcule maintenant la distance, montrant que AG est égal à 2 racines de 29 cm. Alors, il est où le AG? D'accord, c'est la diagonale de ACGE. Et ben, je vais utiliser le triangle AEG, qui est un triangle rectangle. Mais avant de dire ça, il faut montrer que la droite AE est perpendiculaire à la droite EG. Et pour dire ça, il va falloir trouver une astuce. Donc, on a AE, c'est la hauteur du rectangle, du parallélépipède. Donc, AE est perpendiculaire au plan EFGH. Et la droite AE est perpendiculaire au point E. Et vous avez la droite EG qui est inclus dans le plan EFGH qui passe par E. Donc du coup, AE est perpendiculaire avec EG. Et on peut dire que le triangle AEG est rectangle
au point E. Et on peut appliquer le théorème de Pythagore. EG, on l'a déjà calculé. AE, on l'a. Oui, on l'a. Et on peut déterminer AG. C'est ça la méthodologie. Et on écrit tout ça. Donc, on a quoi? On a AE. On va dire segment ou droite. On va dire segment. On a AE et la hauteur, pour faire un peu comme les pyramides. AE est la hauteur de A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, la droite AE, elle est comment? Est perpendiculaire à la base. Et la base, c'est quoi? C'est le plan E, F, G, H. Très bien. Au point E. Ça, c'est très important. Ça et ça. Or, la droite EG est incluse dans le plan EFGH et passe par le point E. Bah oui, parce que son nom est EG. Passe par le point E. Donc elle passe par le point et on conclut quoi? On conclut que la droite AE et la droite EG sont perpendiculaires. Ainsi, le triangle AEG est un triangle rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore, on a AE au carré plus EG au carré est égal à AG au carré. Moi, je cherche AG. Donc, AG, je vais enlever le au carré. Donc, AG est égal à racine de AE au carré plus EG au carré. AE, je l'ai. EG, je l'ai calculé. Donc, je n'ai qu'à appliquer. Donc, AG est égal à quoi? Racine de AE qui est 4 à la puissance 2. Plus EG, c'est 10 à la puissance 2. Donc, ça va me donner combien? C'est 108. Non. Ah oui, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. Non, attends. Qu'est-ce que je fais? Donc, 4 fois 4, ça fait 16. Et 10 fois 10, ça fait 100. Donc, ça fait 116. Très bien. Donc, AG est égal à racine de 16. Il faut calculer racine de 16. Alors. Racine de 116. Voilà, c'est 2,29. Donc, c'est 2,29. 2 racine de 29. Et voilà H. Très bien. Et on passe à la question numéro 2. Montrer que le volume de la pyramide AEGH d'accord, est 32 cm3. Très intéressant. Alors là, il va chercher la hauteur de cette pyramide tout d'abord et la base. La base, on l'a vu, c'est le triangle EGH. Et la hauteur, c'est rien que AE, pardon. C'est AE qui est la hauteur.
est la hauteur, parce que pourquoi AE c'est la hauteur? Parce que AE est perpendiculaire au plan EFGH, qui est perpendiculaire aussi au plan EGH. Il faut montrer tout ça. Montrer que le volume. Calculons le montrant que le volume de la pyramide AEGH est 32 cm3. On a la base de la pyramide en question, AEGH, et le triangle, faut le dire, hein, et le triangle EHG. Ça c'est noté. Et la hauteur de la pyramide est, c'est quoi? Et le segment AE, parce que AE est perpendiculaire au plan EFGH. D'accord? Et je sais que le plan EGH est inclus dans le plan EFGH. D'accord? Ainsi, le volume de cette pyramide AEGH, c'est quoi? C'est l'aire du triangle EGH fois sa hauteur sur 3. Donc le volume AEGH est égal. L'aire de EGH, c'est quoi? C'est EH fois GH sur 2. Et EH, c'est AD. Et GH, c'est AB sur 2. Fois la hauteur. Et la hauteur, c'est quoi? C'est AE sur 3. Donc, AD, c'est combien? C'est 6 cm. AB, c'est 8 cm. AE, c'est 4 cm. Ça sur 2 et le tout sur 3. Je peux simplifier 2 avec 2 et j'aurai quoi? J'aurai 6 fois 8 fois 2 sur 3. Et je peux simplifier 3 avec 3, ça me reste 2. Ça va me donner 4 fois 8. Et bien 4 fois 8, c'est 32, tout simplement. Effectivement, V de AEGH est égal à 4 fois 8, soit V de AEGH est égal à 32 cm3. Très bien. Et maintenant, à la dernière question, 3. On effectue, d'accord, il y a un R en plus. On effectue un agrandissement de la pyramide AEGH et on obtient une pyramide de volume 108. Très bien. Déterminez le rapport de cet agrandissement. Donc, déterminant, ça c'est simple, déterminant le rapport d'agrandissement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On va dire soit V' est égal à 108 cm3, le volume de la grande pyramide. On a le volume de AEGH est égal à combien? 32 cm3. Donc, le volume de prime est égal à quoi? C'est le coefficient d'agrandissement fois à la puissance 3, bien sûr, parce qu'on traite avec des volumes, fois le volume de la petite pyramide, AEGH. Donc, K à la puissance 3, c'est quoi? C'est V' sur V de AEGH. Donc, c'est 108 sur 32. Donc, K à la puissance 3 est égal à combien? 108, il faut que je simplifie cette...
Si je divise par 2, ça va me donner 54 sur 16. Si je divise par 2, ça va me donner 27 sur 8. Alors exactement. 27 c'est 3 à la puissance 3. Et 8 c'est 2 à la puissance 2, 3. Donc ça c'est 3 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3. Donc k à la puissance 3 est égal à 3 sur 2, le tout à la puissance 3. Donc, le rapport d'agrandissement, c'est 3 sur 2. Bingo. Ben voilà, donc c'était la correction. C'était assez facile. Hein, donc, je pense que le challenge, comme j'ai dit tout au début, c'est beaucoup de questions. Cet exercice, il faut vraiment avoir la main. Le temps se coule rapidement. 3 heures, 2 heures de 2 heures pour faire cet examen, c'est limite. C'est vraiment limite avec une question que je peux dire que pour l'exercice 4, la deuxième question qui est un peu difficile. Mais ceux qui ont eu 20 sur 20 pour cet examen, bah bravo, parce que ça demande de la rapidité, avoir la main, et avoir la main, il y a un seul moyen pour avoir la main, c'est de faire le maximum d'examens. Quand je dis le maximum, c'est pas de faire 5 examens ou 2 examens. Non, il faut faire tous les examens de 2021, de 2020 et de 2022 et de 2023. Les 12. Donc 12 plus 12, ça fait 24. Plus 12, ça fait 36. Il faut faire 36 examens avant d'entrer à l'examen. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Et ben voilà, pour ceux qui veulent avoir 20. Donc voilà, c'était la correction de cet examen. La prochaine fois, on va faire la correction de celui de Tanger. On va voir celui de Tanger, Tétouan. Sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine.